Bonjour et bienvenue à la réunion de Chantier de France. Le thème, la data, levier d'optimisation de la performance du parc et de la sécurisation des moyens. Tous les directeurs matériels y aspirent, pouvoir piloter leur flotte à partir de la donnée machine. L'exercice est complexe. Pourquoi mettre en œuvre un suivi unitaire de chaque machine? Comment optimiser les moyens existants? Comment définir les coûts cachés qui mériteraient d'être effacés? Pour répondre à ces questions, nos invités ce matin, Thierry Lahuppe, bonjour. Bonjour Jean-Noël. Vous êtes directeur matériel du groupe Loxam. Bienvenue. Merci. Flavien Koch, bonjour. Bonjour. Responsable du parc matériel chez Veolia Valorisation et Recyclage France. C'est ça. Bienvenue Flavien. Bien, merci. Éric Pouznek, bonjour. Bonjour Jean-Noël. Performance équipement du groupe Colas. Et Jérémy Biotto, vous êtes responsable commercial de Tracunit pour l'Europe du Sud. Absolument. Bonjour à tous. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Éric, ma première question est pour vous. Pouvez-vous nous présenter votre périmètre et surtout le parc du groupe Loxam? Du groupe Colas, oui. Pardon. Pas encore Loxam. Oui, donc bonjour à tous. Oui, je suis en charge de la direction de la performance des équipements pour le groupe Colas. Colas, c'est une multinationale. On est sur la majorité des continents, sur une cinquantaine de pays. Et le parc, on a 60 000 assets à travers le monde. Ce qui est particulier chez Colas, c'est nos 1700 sites industriels. Quand je dis sites industriels, on a à peu près 500 usines d'enrobage, 500 carrières, 750 sites de recyclage. Et je ne parle pas du bitume, on s'est développé fortement dernièrement. Et si, je peux en parler du bitume. On peut dire qu'on a des assets bien spécifiques. On a 14 bitumiers à travers le monde. Donc des bateaux, des navires. Des bateaux, voilà, des navires. Dédiés au transport du bitume. Du transport du bitume, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du Colas Rail, une activité particulière dans les TP, même si chacun a son activité, mais c'est du matériel spécifique pour nous. Je peux aussi parler d'Aximum, où on a des usines, enfin l'industrie des cartes électroniques, qui est assez spécifique. Donc des activités très diversifiées. Très diversifiées. Bien de ce qu'on peut imaginer d'un groupe routier. Voilà. Vous avez mentionné 65 000 actifs. Pour combien de collaborateurs? Il y a un actif pour un collaborateur, donc on a à peu près 65 000 employés à travers le monde. On situe les enjeux de la donnée dans ce contexte-là. Thierry Lahuppe, le parc Loxam, combien de divisions? Combien de divisions? On est présent aujourd'hui sur 29 pays, essentiellement sur l'Europe, avec une présence au Brésil et en Middle East. Alors le parc, les chiffres sont entre guillemets plus nombreux parce que la taille des matériels sont pas l'infiniment petit, mais enfin de l'outillage électroportatif aux machines entre guillemets d'élévation grande hauteur qui elles pèsent un peu. Donc on parle dans le groupe d'environ 600 000 assets. Voilà, pour une valeur de renouvellement, de remplacement estimée autour de 6 milliards. Et sur donc 29 pays et 11 000, si tu me posais la question, 11 000 collaborateurs sur 1100 agences. D'accord. Flavien, vous gérez combien de machines en France? Alors sur la partie recyclage et valorisation des déchets, on a au global un parc de 8000 matériels tout confondus. Et si on parle après uniquement d'engins de génie civil, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, on a à peu près 800 engins de génie civil sur la partie uniquement gestion des déchets. Principalement des chargeuses, des pelles? Principalement des chargeuses sur pneus et des pelles, ça c'est vraiment le cœur de notre activité. Mais après on a quand même un panel assez large parce que ça a du compacteur de déchets, au tombereau, à la mini-pelle. Donc on a quand même un panel relativement large de matériel. Jérémy, puisqu'on en est aux chiffres, vous gérez combien d'actifs à travers le monde sous le label Tracunit? Alors, sous le label Tracunit, on a 4 millions d'équipements connectés 4 millions. Dans notre écosystème. Tracunit, on a la chaîne de valeur du boîtier qui collecte la data sur les machines, via la plateforme d'utilisation et les outils analytiques qu'on met à disposition de nos clients, jusqu'à maintenant l'automatisation des flux, l'intelligence artificielle, la maintenance prédictive, calcul des TCO en temps réel. Voilà, on aura l'occasion d'en discuter un peu plus. Éric, une fois qu'on a posé l'enjeu du parc, est-ce que vous pouvez nous expliquer les grands principes d'exploitation de ce parc, en particulier sur les matériels mobiles? Les grands principes, si on veut parler de TCO par exemple, un des sujets c'est de pouvoir
mesurer son TCO, le calculer surtout, soit par de la donnée qui soit très interne, comme de la télématique, ou alors, je ne sais pas, on peut prendre tous les OPEX, nos coûts de maintenance qu'on a via la comptabilité, sans oublier les données de maintenance que l'on a par notre système de gestion de maintenance GMAO, qui nous permet d'estimer les pannes, les coûts de panne. Ensuite, on a les données externes. Par exemple, connaître, pour pouvoir se benchmarker, connaître les coûts de location à l'extérieur, de savoir, on peut se comparer les uns aux autres grâce à cela, c'est une bonne indication. Et également les prix de vente du matériel. Parce que dans le TCO, il faut aller jusqu'au bout, c'est de savoir jusqu'à quel point on peut revendre la machine à un bon prix. Moi, après, le TCO, je trouve que ça risque d'être réducteur. Il y a deux sujets qu'il faut rajouter. C'est la productivité en face. Un coût à l'heure, je dirais, m'intéresse peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un coût au mètre cube, à la tonne, à la production, on va dire. Ce que vous constatez effectivement sur le chantier ou sur la plateforme d'une centrale d'enrobage, par exemple. Oui. Vous avez à cœur de savoir ce que la machine a transporté. Alors, en effet, il y a deux cas différents. Moi, je parlais du parc mobile. Après, il y a le parc industriel, où là, on retrouve des indicateurs un peu plus industriels, un peu plus habituels. Alors que sur un chantier, calculer son TCO, c'est pas évident. Des fois, des machines sont, on mesure pas leur productivité à l'heure, mais plutôt à la tâche qu'elles réalisent. Comme sur des chantiers de voirie et réseaux divers, c'est pas le même enjeu. La politique du groupe, c'est plutôt de faire vivre le matériel sur une certaine périodicité ou de procéder à du renouvellement accéléré? Non, c'est vrai qu'on va jusqu'au bout des machines en général, pour des raisons bonnes et mauvaises. Des fois, c'est un peu l'historique ou alors les limitations en investissement. Mais on y travaille pour être sûr qu'on change la machine à l'optimum de temps. Et la data, pour ça, va nous aider. Thierry, partagez-vous cette approche en termes d'exploitation? Oui, je vais avoir du mal à enrichir ce que vient de dire Eric. Nos enjeux sont les mêmes. Enfin, on va pas descendre dans le détail peut-être autant que pour certains matériels et notamment certainement des moyens de production industriels. Mais par contre, on a les mêmes problématiques. C'est est-ce qu'on exploite, c'est-à-dire est-ce qu'on a le meilleur taux d'utilisation? Je ne veux pas parler d'usage, je veux parler d'utilisation, de rotation. 2, les problématiques de maintenance. Est-ce qu'on respecte les contraintes qui font qu'on va pouvoir faire durer le matériel en termes de maintenance? Et 3, oui, c'est gérer la seconde vie, ou en tout cas le moment où cette machine, il faut ce qu'on appelle chez nous la réformer pour la remplacer, ou d'ailleurs choisir une autre machine. Donc ça, c'est exactement les mêmes problématiques. Après, c'est une question plutôt de nombre et d'essayer d'avoir à peu près des KPI communs pour toutes les activités, ce qui n'est pas toujours évident. Et d'avoir au final un tableau de bord. Et d'avoir un tableau de bord. Quand on dit des activités, c'est-à-dire qu'on parle de construction modulaire et on parle de matériel de génie civil, on parle pas de terrassement, on parle pas de la même logique de suivi, on va dire. D'accord. Flavien, on imagine que vos conditions d'exploitation sont sévères. Est-ce que cela induit une approche spécifique? Alors effectivement, je pense que nos conditions dans le monde des déchets sont parmi les plus sévères. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas oui, nous on a des conditions de poussière extrêmes, des matériels qui chauffent énormément. Malgré tout, notre politique, c'est pour rejoindre celle de Colas, c'est aussi de faire durer nos matériels le plus longtemps possible. Nous, on a un âge moyen du parc qui atteint quasiment les 9 ans, ce qui veut dire qu'on fait durer nos matériels jusqu'à 15, 16, peut-être 18 ans. Alors c'est vrai qu'on n'est pas non plus souvent dans des utilisations très très fortes en nombre d'heures, ce qui nous permet quand même d'aller relativement loin. Donc après, c'est effectivement, quand on veut faire durer les matériels, c'est important de bien suivre la maintenance, donc de pouvoir faire remonter effectivement les unités d'œuvre, pour pouvoir assurer une maintenance tout au long de la durée de vie de la machine. Et ça a forcément une conséquence sur le choix des fournisseurs. Alors quelles sont les marques référentes dans votre parc? Alors les marques référentes aujourd'hui chez Veolia, c'est Volvo, Liebherr et Bergerac, Caterpillar, si je parle de la France, effectivement, qui sont aujourd'hui les acteurs principaux de notre parc. C'est pas forcément ce qu'on retrouve chez vous.
Thierry? Non, pas forcément, parce qu'on ne parle pas de forcément la même typologie de matériel. En termes de taille, on parle plutôt, nous, de matériel compact, et je vais mettre de côté l'outillage. On va rester centré peut-être sur la partie génie civil, terrassement, enfin ce qu'on peut appeler terrassement. Les marques qui sont référencées, on essaie d'en faire en sorte qu'elles couvrent aussi notre périmètre européen. C'est-à-dire qu'on est là. Alors, c'est pas seulement d'acheter une machine, bien sûr, c'est pour la faire durer, c'est tout ce qui va être le service accompagnant. Donc, il faut trouver des marques qui sont présentes et qui sont non seulement présentes au moment de l'achat, mais pendant toute la durée du matériel sur l'ensemble des périmètres. Donc, ça donne des marques comme, alors, suivant les matériels, Manitou, JCB, Wacker, un peu, bien sûr, Volvo quand même, pas dans la même gamme, Olot, et j'en passe après à l'international, plein de ces marques-là qui sont globalement présentes sur l'ensemble des périmètres. Eric, en marque routière, quelles sont... Oui, je pense que la grande différence, c'est donc cette partie routière. Hein, donc, je sais pas, le groupe Virgen avec le EAM, le groupe Faya avec Bomag, et puis depuis peu Aman, hein, qui a racheté la marque ABG. Sans parler pour les finisseurs, ouais. Et sans parler des États-Unis aussi, où on a l'Amérique du Nord, du moins, où on a des marques un peu plus locales, hein, comme celle du groupe Aztec, qui sont moins connues en Europe. Jérémy, parmi les marques qui t'ont été citées là, y a-t-il des partenaires de Track Unit en première monte d'usine que vous pouvez mentionner? Effectivement, on entend des Manitou, on entend parler de Magni, Osa, le groupe Wacker en général. On a effectivement 80% de chances d'être sur un chantier aujourd'hui avec de la thématique qui émane d'un boîtier Track Unit. On a entre 18 et 20% des OEM mondiaux qui nous utilisent en première monte. Et c'est surtout sur les marques effectivement mentionnées par Eric ou d'autres mentionnées par Loxam, qui est également un partenaire de Track Unit. On a des demandes de factory fit, c'est-à-dire que c'est pas forcément la thématique native qui est Track Unit, mais on nous demande d'arriver pour d'autres solutions, du digicode, qui est le contrôle d'accès, où on intervient aussi sur des raisons de sécurité, par exemple aussi pour verrouiller une machine qui travaillerait à côté d'un pipeline de gaz, où on veut s'assurer que la bonne personne avec la bonne accréditation a le droit d'opérer dans une zone, dans cette zone-là. Voilà. On peut aller très loin avec ce tout à fait les préoccupations des exploitants, la sécurité, le vol, qui devient un vrai sujet dans la profession, notamment chez les loueurs. Flavien, vous mentionniez donc les conditions d'exploitation. Comment évoluent vos CAPEX pour l'année prochaine? On ne va pas décrire ici le contexte économique. Non. Alors nous, on est toujours, effectivement, on a une politique de CAPEX qui est, je dirais, assez contrainte. Alors, effectivement, si je me mets côté parc matériel, nous, on aimerait toujours avoir un peu plus de matériel, un peu plus de possibilités d'acheter, d'investir. Après, effectivement, on fait selon les règles du groupe, et d'où l'importance de la donnée pour savoir effectivement quel matériel prioriser, pourquoi remplacer plutôt ce matériel plutôt qu'un autre, selon les contraintes et les règles qu'on peut se fixer, quoi. Thierry, vos CAPEX? Donc nos CAPEX sont fortement liés à la tendance du marché. Et comme elle n'est pas uniforme en Europe, c'est d'ailleurs aussi l'intérêt d'être multi-pays, c'est pas tout à fait les mêmes cycles. Donc c'est variable. Le deuxième élément va être effectivement l'âge, c'est-à-dire à quel moment on réforme les matériels. Et donc aujourd'hui, en fait, le sujet, le CAPEX et de savoir comment on peut continuer à prolonger la vie du matériel, parce qu'en fonction de ces tendances de marché, donc croissance, pas croissance, eh bien on va ou pas mettre plus ou moins de CAPEX, donc on va devoir ou pas conserver plus longtemps le matériel. Ce que vous avez investi sur la plateforme de recyclage, c'est d'autant moins de CAPEX que vous retrouverez l'année prochaine? Non, pas forcément, il n'y a pas un lien direct, mais notre objectif, c'est effectivement d'utiliser le réemploi pour... entre guillemets, réduire le coût de la prolongation de la vie et de l'allongement de la vie des matériels. Eric, on peut supposer que la France n'est pas forcément prioritaire sur vos investissements par rapport à des marchés plus dynamiques, peut-être l'Amérique du Nord? Oui, après, il faut être smart, faut être intelligent. Donc, la France, c'est quand même un vaisseau amiral pour Colas, donc on ne peut pas négliger la France. Donc, une chose est sûre, c'est que on est très décentralisé. Et comme tu disais, chaque chef d'agence, chaque responsable régional ou directeur régional a sa responsabilité de définir ses besoins en CAPEX en fonction de l'activité. Donc, et ça, c'est notre force, d'être décentralisé.
Et ce qu'on a mis en place, c'est un process qui soit identique pour tout le monde à travers le monde Colas. Tous les mois de juin, on a ce qu'on appelle des CAPEX Days qui nous permettent de remonter l'information de chaque territoire, de pouvoir, en fonction des indicateurs, dire il vaut mieux investir à tel endroit ou à tel endroit. Donc, moi, je suis international. Je suis français, mais si en effet les Américains ont un meilleur projet que les Français, on ira chez les Américains. Pragmatique. Tant qu'à faire. Si à un moment c'est retour sur investissement, c'est ça le sujet. Et après, ce qu'il faut savoir chez Colas, c'est que, comme je disais, on a 1700 sites industriels à travers le monde qui demandent beaucoup de CAPEX et sur du long terme. Ouais. Alors que le matériel roulant, souvent, ça suit des tendances. Et donc là, on est agile, mais sur la partie industrielle, on doit réfléchir long terme, décarbonation. Il y a des grosses vagues dernièrement en France sur le sujet. Donc ça, on ne peut pas trop se permettre de se dire je n'investis pas pendant 2-3 ans, on verra bien ce qui se passera dans 10 ans. D'accord. Avant de vous interroger, je vous en prie. Si je peux me permettre, il y a aussi, là on parle effectivement que de CAPEX, ce qu'on est en train de regarder aussi, c'est avec certains constructeurs des solutions de location à l'usage, en fait, où là encore la data est d'autant plus primordiale dans ces cas-là pour effectivement pouvoir louer à l'heure, à la tonne ou je sais pas comment. Alors toutes les solutions ne sont pas encore validées, mais d'un point de vue juridique et économique, mais c'est un point qu'on regarde avec attention. D'accord. Avant de vous interroger sur l'utilisation de la data de manière très pratico-pratique dans vos entreprises, Jérémy, comment vous jugeriez la maturité du marché français par rapport à l'exploitation de la donnée machine? À la connectivité, de manière générale, on considère... Alors, le marché français, chez nous, il est conséquent, il est historique. On a aujourd'hui des clients qui ont commencé avec nous il y a 10-15 ans, sur lesquels on accompagne aussi vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi la fin de la 2G qui approche, etc. Donc on accompagne aussi des clients qui nous disent aujourd'hui... qu'est-ce qu'il advient de ma télématique. Donc on accompagne aussi par vague de remplacement. Donc on a aussi des boîtiers qui fonctionnent très bien au-delà de 10-15 ans. Ce qu'on constate quand même, d'un point de vue, on parlait d'entreprises qui font des rachats et qui font de la croissance par acquisition. On considère quand même beaucoup et on constate beaucoup que les entreprises non connectées ont tendance à se faire un petit peu rattraper par la réalité et l'excellence opérationnelle qu'ont ces entreprises-là avec la donnée pour être un peu plus sharp et incisif sur le choix des matériels, les investissements et la stratégie des investissements CAPEX. Et dans l'univers de Tracunit, comment vous jugez le marché français? Ça fait partie des plus en avance, ça fait partie de ceux qui essaient de rattraper un certain retard? Ouais, je pense qu'on est en train en toute transparence, on est en train de courir un peu. On a énormément de demandes. On a des acteurs très matures sur le sujet qui ont déjà pris ce virage-là il y a 5-10 ans. Mais on a aujourd'hui encore des clients à 15 000 machines qui arrivent en train de pousser sur le bouton parce qu'on se rend compte que les boîtes qui se font racheter sont souvent aussi des boîtes un peu matures en termes d'excellence opérationnelle. On a énormément d'équipements, et moi je l'entends très fréquemment quand je parle avec des DG ou des directeurs de flotte. Je sais ce que j'ai, je sais pas vraiment comment ça vit. Et aujourd'hui, le TCO, c'est pas juste une facture qu'on reçoit à la fin du mois, c'est vraiment un coût qu'on subit au quotidien. Et quand on commence à se poser la question, à le regarder, c'est là qu'on commence à se poser les bonnes questions. Flavien, on fait écho là à des rachats d'entreprises. C'est l'une des caractéristiques de Veolia en France. Comment aujourd'hui vous utilisez la data dans votre gestion de parc? Donc, alors aujourd'hui, on a malheureusement, à mon goût, pas assez encore de matériel connecté. On a à peu près 50% de la flotte d'engins aujourd'hui qui est connectée. Donc, on utilise quand même les données. On remonte les données automatiquement, en particulier le nombre d'heures pour les intégrer directement dans notre GMAO, ce qui nous permet d'assurer la maintenance soit en interne, soit de la piloter la maintenance en externe. En tout cas, ça, c'est données qui remontent. Et après, ce qu'on regarde, c'est la consommation, forcément. On a des objectifs de décarbonation qui sont importants, puisqu'il faut réduire de 50% d'ici 2032. Et les temps de ralenti, et aussi forcément le taux d'utilisation des matériels pour voir ceux qui travaillent plus ou moins selon les conditions. Thierry, de votre côté? Alors nous, on a commencé il y a très longtemps, ça s'appelait même pas Tracunit. Heureusement, Tracunit a repris quand même la gestion des premiers boîtiers qui ont été installés. Donc il y a les matériels neufs qui sont maintenant tous équipés, des boîtiers équipés, des matériels équipés, on va dire dans la partie génie civil, construction, etc. On en a quelques dizaines de milliers, on en a 40 ou 50 000 aujourd'hui. Et on est venu même faire des campagnes qu'on a appelées
Deuxième monte, c'est-à-dire après les matériels qui n'étaient pas équipés, on les a équipés. Par contre, notre premier usage, c'était de savoir effectivement combien on a d'assets et surtout s'ils étaient utilisés ou pas dans le cadre des contrats et bien sûr pour essayer de retrouver les matériels égarés. Quand je dis égarés, je suis poli évidemment, puisqu'aujourd'hui c'est plutôt volé. Donc ça, c'est nos usages. Et puis finalement aujourd'hui, on parlait d'heures de fonctionnement ou de consommation. Quand on parle d'une minipelle de tonne 5, ça se compare pas forcément avec 25 tonnes. Un dumper ou une pelle, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir combien d'heures a tourné la machine en termes de maintenance et en termes d'entretien plus ou moins profond, suivant qu'on veut la faire durer. Ça, c'est petit à petit, on enrichit, si je puis dire, la connaissance et le domaine des données qu'on exploite, ce qu'on n'avait pas forcément jusque-là. Eric, la décarbonation est un vrai sujet chez Colas. C'est là un levier également d'amélioration. En quoi la data peut vous servir dans la gestion de votre parc ? Pour la décarbonation en particulier, nous, la télématique, on s'en sert pour suivre les ralentis. On a 55% de notre parc qui est, j'ai envie de dire, officiellement connecté, c'est-à-dire qui remonte vers notre plateforme Colas, qui s'appelle My Equipment. Mais après, quand on regarde, on a plus de machines ou de poids lourds qui sont connectés à la télématique. Ce qui est bien, parce que de toute façon, ce qu'il faut, c'est pour la couche terrain qu'il y ait des utilisations au quotidien, comme pour le dispatcher, savoir mon camion, voilà, il y a plein de sujets comme ça. Et donc, nous, ce que l'on fait, on remonte les taux de ralenti, et donc on peut derrière animer le ralenti, qui est le plus difficile, parce que c'est sympa de remonter le taux de ralenti, mais qui va aller dire au conducteur d'éteindre sa machine? Donc là, moi, je pense qu'il y a deux solutions. Il y a la première, c'est d'équiper vraiment nos machines de start and stop. Et ça, pour moi, il n'y a pas à réfléchir trop longtemps. Et autrement, la deuxième solution, c'est vraiment de l'animation très forte vers l'opérateur et que le chef de chantier aussi s'en charge. Mais ça demande au quotidien, y a-t-il encore des points de blocage pour pouvoir accéder à la data de manière très simple, pratique et fiable? Ouais, moi ce que je pense, c'est que pour l'instant on a trop d'informations. Et ça, si je me mets dans les bottes du chef de chantier, du conducteur de travaux, du dispatcher, à la fin ça vient dans tous les sens et pas de façon très organisée. Donc tout le sujet maintenant, c'est comment est-ce qu'on va réussir à avoir je crois beaucoup en l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on va avoir des agents qui vont pouvoir donner des idées à celui qui décide au final. Vu le temps qu'il va faire dans 2 jours, vu le chantier qui a pris du retard d'après ce que j'ai lu dans le rapport, et vu la panne qui s'annonce avec les codes erreurs qui arrivent, tu ferais mieux de prendre ce finisseur pour faire ce chantier, tu verras. Et après, ça sera toujours au dispatcher de décider, au chef de chantier de décider. Mais quand même, je pense que c'est ça un peu l'effet limitant. Flavien? Oui, alors je partage complètement l'avis. Effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de données qui remontent. Il faut savoir les trier, il faut savoir parfois les interpréter parce que tout n'est pas si simple. Et derrière, il faut pouvoir les gérer et puis effectivement mettre en place des plans d'action. Et c'est là aujourd'hui où je pense qu'un des principaux freins, c'est l'organisation qui va derrière. C'est bien beau d'avoir la data qui remonte. Et effectivement, c'est le premier pas. Mais derrière, c'est quelle organisation on met en place, qu'est-ce qu'on en fait derrière et quelle action vraiment, quel potentiel d'action peuvent avoir ces gens-là. Thierry, les 3 critères clés pour vous à faire remonter. Alors en fait, on est parti directement sur la télématique, l'IoT, etc. Mais ça fait longtemps qu'il y a des données qui arrivent au travers de parler de GMAO, au travers de tous nos outils, le RP. Et on a beaucoup travaillé ces dernières années, ça fait déjà un moment, sur effectivement comment restituer la donnée pour l'utilisateur au quotidien. Et donc les responsables d'atelier, les responsables d'agence. Et nous, nos indicateurs clés, c'est d'abord la sécurité, je reviens sur la sécurité. Donc est-ce que les métals sont conformes et maintenus en conformité par rapport au VGP? Ça, c'est dans le dashboard, c'est immédiat. Les retards d'entretien et bien sûr le nombre de jours de matériel, le nombre de jours d'arrêt des matériels en moyenne. Donc c'est-à-dire que tout ça, c'est des critères, les 3 premiers qu'on remonte tous les jours, qui sont en permanence sur les écrans et qui sont accessibles à tout le monde pour organiser au mieux l'exploitation
et éviter la disponibilité. Bah oui, ça évidemment le cœur de notre mission, connecter, harmoniser les données et donner le moyen de levier en fait sur la donnée qu'on récupère. Ça fait beaucoup écho avec les discussions qu'on a au quotidien. En fait, j'ai la donnée, je ne sais pas comment ça vit. J'ai aujourd'hui un ERP, un CRM. Voilà, aujourd'hui, TrackUnit a aussi la volonté de connecter tous ces systèmes-là. On parlait de TCO. Le TCO, c'est un alliage fin entre un CAPEX, un OPEX. CAPEX, on parlait d'investissement. L'OPEX, on parle des maintenances, de la main-d'œuvre, mais surtout des pertes et des coûts cachés. Et là, on en parlera un peu plus tard. Tout à fait. Où là, du coup, nous, on fournit effectivement ce type d'outils d'analytique. On a aujourd'hui, j'entends des challenges sur Colas, sur notamment aujourd'hui un cas très concret de ce qu'on met en place avec IRIS-X et notre intelligence artificielle. C'est je suis capable de comparer un chantier A, un chantier B, un chantier C à la machine et de voir aujourd'hui, alors qu'elle soit TrackUnit ou non d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on intègre toute télématique native, autre, et on est capable de dire le chantier A est en sous-performance, ou alors cette machine-là, est-ce qu'on peut pas plutôt la déployer ici? Mais ça va même encore plus loin, c'est-à-dire que déjà on n'est plus dans juste un dashboard, un KPI qu'on suit effectivement qui dépend de la personne qui est derrière à actionner les boutons pour vraiment réagir. Là on a l'intelligence artificielle qui nous donne des leviers de dire, en fonction des 10 chantiers que j'ai en cours, il vaudrait mieux remettre cette machine-là ici. Eric, c'est pas un peu intrusif? Non, après, moi, je prends souvent l'exemple, quand je fais mon check-in pour prendre mon avion, c'est simple. Donc, moi, ce que je demande, c'est de la simplicité, même si à la fin, c'est moi qui fais le boulot pour la compagnie, si c'est moi qui rentre des infos. Non, moi, je pense que faut pas avoir peur de la vérité. Moi, je pense que l'excellence opérationnelle, c'est se dire les choses et essayer de s'améliorer. Donc, si on est dans cet état d'esprit, on sera les meilleurs. Si on se cache, si on veut pas monter sur la balance le matin, oui, on prendra du poids. Pour s'améliorer, il faut mesurer. Est-ce que vous arrivez à objectiver des gains de productivité, des gains de disponibilité, des gains de coût de maintenance à partir de la donnée machine? Pour l'instant, nous, ce qu'on réussit à obtenir, c'est, comme tu disais Thierry, il y a le côté ralenti, il y a le côté carburant, donc de savoir quelles sont les machines qui consomment vraiment le moins. Ça, c'est super important parce que chez Colas, on mène des tests annuels de consommation carburant. Enfin, il n'y a pas de il n'y a pas l'Argus, je ne sais pas comment ça s'appelle pour les véhicules, mais il y a pas de test... valeur résiduelle. VITAC. VITAC. Et donc, on fait des tests sur... des tests normalisés à la Colas. Donc ça, c'est pas mal, mais c'est quand même mieux qu'on a toute la data, pour commencer. Et ensuite, c'est sur l'utilisation. Nos machines sont souvent louées à la journée, même en interne. Copie les loueurs. Mais on ne sait pas forcément est-ce qu'elle a tourné 1 heure, 2 heures, 8 heures. Et donc l'idée, c'est ça maintenant, c'est de mettre en face de cette utilisation sur le chantier, de mettre les heures réelles d'utilisation et d'aller encore plus en optimisation. Flavien, dans un cycle de production plus industrialisé, est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus facile? Oui, de toute façon. Je dirais que la data est essentielle, mais pour revenir sur ce qui a été dit, effectivement, avoir les consommations aujourd'hui, ça permet de faire des choix de matériel et parfois des choix de matériel, de changer de fournisseur, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, sur les consommations, encore une fois, dans nos propres conditions d'application, qui seront probablement différentes forcément de celles de Colas, ça permet de faire des choix de fournisseurs. Et le deuxième sujet où moi je voulais en venir, c'était le dimensionnement des matériels, parce qu'en fait, je pense, comme d'autres peut-être, on vit sur des acquis ou sur des habitudes. On a tendance parfois à prendre des matériels surdimensionnés au cas où on verra bien, voilà. Sauf qu'on s'aperçoit qu'effectivement, encore une fois, quand on a des capex restreints, si on parle de TCO, c'est pertinent d'avoir des données. C'est pour ça que c'était vous, je crois, qui parlez d'avoir des données effectivement à la tonne ou voilà, chez nous, c'est plutôt la tonne plus que l'heure pour pouvoir choisir la bonne gamme de matériel, la bonne taille de matériel par rapport au travail qui doit être fait. Thierry, 600 000 assets, ça se gère de près. Comment vous suivez le coût total de possession de ce parc? Et en quoi la donnée peut vous diriger dans votre réflexion?
Alors, on ne suit pas le TCO parce que déjà, en tant que loueur, on n'est pas l'utilisateur final et donc la consommation, dans le TCO, il faut intégrer la consommation. En fait, elle n'est pas dans notre jardin, si je puis dire. Alors, il y a certains matériels, les camions de transport, oui. Donc là, on a une vision de TCO, mais pour le matériel, c'est pas forcément intégral. Non, je voulais reprendre ce qui a été dit sur le nombre d'heures et l'important, c'est quand même la qualité de la donnée. Tout à l'heure, on parle de data et la qualité de la donnée. Donc, dans tous nos systèmes jusque-là, on a une donnée qui est, on espère qualitative, mais pas forcément parfaite. D'ailleurs, nul n'est parfait et donc la saisie à chaque niveau ou à chaque étage les compteurs, le ravitaillement, etc., fait que on n'est pas toujours sûr de la qualité de cette donnée. Et on espère quand même que via la télématique, effectivement, ces données soient plus fines et plus précises. Et quand Eric dit, voilà, on veut suivre le matériel, savoir combien il a tourné dans la journée, nous, ça devient très important. On n'en est pas encore à l'usage en termes de location. Pas encore, comme vous dites. Mais par contre, effectivement, en termes de maintenance et surtout en termes de durabilité, et ce qu'on peut espérer aussi, si on va plus loin, c'est que non seulement savoir combien d'heures elle a utilisé, ralenti par ralenti sur une machine compacte, c'est pas forcément le plus pertinent, mais par contre l'intensité. Si un jour on peut mesurer l'intensité d'usage, même sur une mini-pelle de tonne 5, on fait du BRH ou pas du BRH, ça a une incidence quand même plus ou moins forte sur son vieillissement. Et donc sur les jeux, etc. Donc ça, c'est petit à petit, je pense que la data doit être de plus en plus fine et précise pour avoir une meilleure connaissance du vieillissement de la machine. Flavien, l'intensité de l'usage, ça vous parle? Ah oui, ça nous parle forcément, parce que j'en reviens encore, on a des conditions d'exploitation qui sont, je pense, vraiment compliquées. Effectivement, c'est bien d'arriver à mesurer l'intensité. Je sais pas comment on y arrivera demain, si c'est possible, et voilà. Mais en tout cas, effectivement, il y a une réflexion là-dessus. Et c'est d'autant plus important, je reviens sur les CAPEX et les choix des matériels. On peut avoir deux matériels qui arrivent à 12 000 ou 15 000 heures, mais s'ils n'ont pas travaillé de la même façon, ils n'auront pas le même niveau de vétusté. Et ça, aujourd'hui, effectivement, c'est quasiment impossible à quantifier. Le jour où on aura ça, on pourra piloter encore plus précisément nos CAPEX, parce qu'il y a des matériels qui arrivent à 15 000 heures, mais qui peuvent encore très bien durer s'ils ont été utilisés dans des conditions plutôt soft. Et je voulais rajouter après, en termes de TCO, malgré tout, l'intérêt, là encore, c'est par contre quand on veut ou qu'on voudra aller plus loin sur l'électrification. Et donc comparer le TCO d'une machine, et là je pense aux carriers, je pense toutes les industries et peut-être pas aussi probablement le traitement des déchets. Donc c'est combien coûte une machine entre mes diesels, enfin thermique, versus une machine électrique en termes de TCO. Alors là c'est essentiel. Essentiel. Il a été fait mention de la qualité de la donnée. Ouais. Qu'est-ce qui conditionne la qualité de la donnée? Alors la qualité de la donnée, il y a plusieurs choses d'un point de vue purement technique. Est-ce qu'on cherche comment on se connecte à la machine? Est-ce que je mentionnerai pas de marque, mais effectivement il y a plusieurs marques qui ont différents types de télématiques déjà en interne chez eux, et on constate effectivement que quand on compare leurs données à eux et qu'on installe un track unit, on peut effectivement avoir des variations. Ça, j'imagine que c'est effectivement le clin d'œil. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a aussi, nous on est dépendants effectivement des dispositifs, et c'est pour ça qu'on fait des partenariats maintenant avec des Danfoss, avec des Bosch Rexroth pour essayer d'améliorer cette qualité de données en premier lieu. Après, j'entendais plusieurs choses. Il y a le TCO, effectivement, pour un contracteur, il va pas être le même, parce que dedans, on a quand même une variable qui est clé, c'est le carburant. Aujourd'hui, le carburant, on va pouvoir l'atteindre avec du CAN-bus. Là où, effectivement, historiquement, chez les loueurs, les cas d'emploi n'étaient pas les mêmes. On avait besoin d'un point sur une carte en temps réel et de remonter des données machines pour pouvoir piloter la maintenance sur les années à venir. Donc là, c'est à la fois précis et fiable. Et fiable, bien sûr. Et là, on attaque un autre point qui est le CAN-bus. Donc là, voilà, vous êtes très au fait sur ces données-là. Les données CAN-bus peuvent me remonter, voilà, si je parle des cas d'emploi concrets, jusqu'à 120 points toutes les 2 minutes, si on parle d'un track unit standard. Et bien effectivement, là, on va commencer à pouvoir jouer un peu plus sur l'OPEX. C'est vraiment le TCO, c'est de la recherche, chercher à le mesurer, c'est une recherche d'excellence opérationnelle. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, un contracteur, il va vendre un projet et il va avoir différents centres de coûts. Je vais pouvoir clore un centre de coûts, je considère quand même maintenir mon niveau de marge, ou alors j'augmente ma marge si généralement c'est pas toujours ce qu'on voit, on n'est jamais à l'abri d'avoir un engin qui casse une chaîne. Enfin, il y a ce qui est prédictif, on va y venir sur la partie maintenance, puis il y a aussi les aléas du live. Donc sur la partie
sur la partie qualité de données, je dirais que pour aller sur ce que vous voulez faire, il va falloir qu'on cherche du CAN-bus. Et là, on va pouvoir vraiment avoir un champ de données avec IRIS-X, si on prend l'application TrackUnit, où on va vraiment pouvoir croiser la donnée. On parlait tout à l'heure de chantier A, chantier B, chantier C, pouvoir réallouer une machine d'un chantier à l'autre. Mais ça va même plus loin sur la partie allocation des machines avec les loueurs. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir un loueur qui a un intérêt effectivement à proposer d'écourter un contrat parce que lui, il en a besoin pour un contrat qui repart sur 6 mois, là où il reste encore 3 semaines chez Colas. Voilà, on pourrait imaginer en fait une articulation et nous, l'ambition de TrackUnit, c'est de connecter l'écosystème. Et donc une gestion du parc beaucoup plus dynamique. Bien sûr. C'est qu'aujourd'hui, on alloue la machine là où elle est le plus rentable, aussi bien pour Colas que pour les loueurs. Chez Veolia, ce serait plutôt site par site. Est-ce que vous avez déjà des éléments de comparaison à travers la donnée d'un site à l'autre pour une même machine servant la même application? Alors effectivement, nous oui, on n'a pas cette problématique de chantier et d'allocation de faire bouger les matériels. Nos matériels en principe ils sont achetés pour un site. Alors après au cours de leur vie, ils peuvent effectivement être transférés, mais on n'est pas dans de la gestion à la journée ou à la semaine comme ça peut se faire sur des chantiers. Aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est vraiment ce qu'on peut comparer, c'est vraiment la consommation effectivement de matériel site par site. Comme aujourd'hui, on a quand même beaucoup de matériel connecté, on a quand même une qualité on a suffisamment de données pour pouvoir sortir des statistiques, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, ou faire des comparaisons entre un et deux matériels, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la consommation qu'on regarde. Personnellement, mon intérêt, ça serait vraiment à partir de l'année prochaine d'essayer de regarder la production pour voir si on arrive à avoir des matériels qui sont plus productifs. Je reviens à la tonne à l'heure ou voilà pour entre différents sites. Ouais. Donc ça, c'est votre projet 2026. Ça sera un des axes de 2026. Ouais. Il est en cours de déploiement ou... C'est en réflexion, je dirais. Pour essayer de connecter plus de matériel et effectivement de récupérer cette donnée qui est pas disponible aujourd'hui encore partout chez tout le monde. Ouais, là ça fait écho au fait effectivement sur l'engagement des machines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des modèles, on va parler, on en parlera un peu plus dans le détail sur la partie prédictive, mais on est capable aujourd'hui de voir, je prends un compresseur, voilà, un groupe électrogène, peu importe, ou une machine, on est capable aujourd'hui, grâce aux données CAN-bus, au tour par minute, de savoir en fonction de telle gamme machine et des métadonnées de la machine, c'est-à-dire la marque, le modèle, l'année de production, on est capable de savoir effectivement en fonction d'un certain RPM si elle fonctionne plutôt 80% de son temps à 90% d'engagement. Et donc nous, avec les modèles d'intelligence artificielle, on le fait déjà. Hein. Aujourd'hui, sur nos millions d'équipements, on est capable de dire qu'il y a une usure qui peut être plus prématurée qu'un autre. Ça va nous amener tranquillement vers les sujets de maintenance prédictive, mais aujourd'hui, on est capable de pousser effectivement et d'analyser avec la donnée cet engagement de machine. Aujourd'hui, il est accessible dès aujourd'hui. On était là sur des enjeux d'exploitation, sur le suivi technique du parc. Thierry, est-ce que d'ores et déjà des données remontant de la machine vous permettent de suivre des codes erreurs, des pannes? Très honnêtement, pas encore. C'est-à-dire, en tout cas, pas les trackers à date. Le premier usage, je l'ai déjà dit et je le redis, le premier usage qu'on en avait, et ça a été recité, c'était localiser la machine et savoir si elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas pour avoir un nombre d'heures. On commence maintenant, depuis quelques années, à avoir effectivement les remontées via les CAN-bus, puisqu'on a entre plusieurs systèmes possibles, le TrackUnit, monté en première monte ou en seconde monte, des fois intégré en première monte par les constructeurs, et puis les autres systèmes de constructeurs qu'on est en train d'agréger. Donc après, on adresse des cas d'usage internes liés à la maintenance, enfin potentiellement, et ceux liés externes, donc aux attentes des clients, c'est un autre débat encore. Mais voilà, c'est pas encore, on n'en est pas encore à suivre tous nos assets sur les codes défauts et savoir si on va optimiser la maintenance. On a déjà beaucoup de données, encore une fois, avant la partie télématique pour traiter ça. Colas, vous êtes plus en avance? Alors, plus en avance, non, je n'oserais pas le dire quand même. Ce qu'on peut dire par contre, c'est balbutiant quand même. On fait des tests, notamment aux États-Unis, avec un dealer qui, grâce à la donnée qui remonte des machines, des codes erreurs, grâce à, je pense qu'il y a de l'intelligence artificielle encore derrière, mais qui est capable de dire en fonction des codes erreurs quelle est la panne qui va arriver dans les prochaines semaines si on ne fait rien. Donc là, c'est un test qu'on a lancé il y a 3 mois. Notre territoire, notre filiale est super contente du sujet, donc on se dit que ça va faire des petits, parce que c'est ça aussi,
s'assurer que notre terrain s'engage et se dise ouais, ça a de la valeur, donc on va dépenser. C'est ça le sujet. Et autrement, ça vient aussi en France, ce côté analyse des codes d'erreur et de pouvoir nous aider à optimiser l'uptime. Ouais. Flavien, vous êtes encore sur de la maintenance réactive. Alors oui, encore trop réactive. Alors on remonte quand même des codes d'erreur, mais alors peut-être vu nos conditions particulières, on a énormément, par exemple, d'anomalies de chauffe moteur qui remontent en permanence. Donc là, on a tendance à être un peu noyé finalement sous les codes d'erreur. Donc là, il faudrait qu'on arrive à les trier, à les filtrer. Après, ce qu'on voit aujourd'hui, quand même, ce qui arrive, si on sort juste un petit peu des machines, par exemple, j'ai un cas d'usage, c'est les pneumatiques. Aujourd'hui, il y a quand même des pneumatiques qui sont connectés. Alors là, on parle pas vraiment encore de maintenance prédictive. N'empêche qu'on a eu déjà des cas où le fournisseur était déjà en route pour intervenir, alors que finalement, la crevaison n'avait même pas été signalée encore par le site. Donc, ça permet quand même d'intervenir de façon plus rapide et sur certains, alors, ça a un coût et c'est pas sur tous les matériels, mais sur certains gros matériels comme des tombereaux, par exemple. Là, ça a une vraie valeur ajoutée quand même de pouvoir réduire l'immobilisation et d'intervenir finalement avant que la panne ait été signalée, quoi. Un capteur de pression, TPMS. Et de température. Et de température. Pression et des températures. D'accord. Pression et température. Vous avez d'autres cas comme ça de remontées très concrètes? Oui. Alors en fait, on parle de... Moi, j'aime bien le terme maintenance proactive. Mais elle est prédictive dans un certain sens. C'est-à-dire que aujourd'hui, on parlait... TrackUnit a 4 millions d'équipements connectés dans le monde. Admettons un MRT ou je ne sais quoi, pour pas mentionner de marque, mais simplement un modèle, on va avoir effectivement, j'en ai 50 000. J'en ai une proportion qui n'est pas connectée en CAN-bus, j'en ai qui peut être en 4 fils. Donc, c'est-à-dire que je vais quand même apprendre et je vais pouvoir pousser de la maintenance. On le propose déjà à certains clients qui ont déjà choisi de faire de la maintenance prédictive. Nous, le module est disponible depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, où on a effectivement la capacité de dire, au niveau des 3900 heures de la machine, j'ai dans 80%, parce qu'on parle de statistiques, je casse une chaîne sur un chantier, je l'ai pas vu venir. Voilà. Mais aujourd'hui, la donnée, on a quand même des choses qu'on peut voir venir. Et c'est exactement ce que Colas mentionnait. C'est-à-dire qu'au niveau des 3900 heures de ce type de modèle produit cette année, ce qui intéressait beaucoup, et ça, on reparlera du Data Act un petit peu après, je sais que j'ai ce type de défaut qui arrive. Aujourd'hui, ceux qui connectent leur GMAO avec nous vont avoir cette ligne-là dans leur rapport d'inspection. Eric, ces données-là peuvent être également fournies par le constructeur. Ah oui, tout à fait, oui. Alors, la donnée peut être fournie par le constructeur. La question, c'est le benchmark. On sait ce qu'on a, on sait ce qu'on sait, et tout ce qui est autour. Et donc, c'est l'avantage de TrackUnit, c'est d'avoir beaucoup de machines et donc de pouvoir faire des comparaisons. Mais ce que c'est faire aussi un dealer. Un dealer a accès à une base de données de son constructeur et donc il est capable de nous donner cette valeur ajoutée. Sur sa marque, ouais. Voilà. Après, on commence aussi, des fois, nous, à avoir une taille critique qui nous permet déjà de faire du benchmark interne et déjà de pouvoir tirer les bonnes conclusions. Et d'identifier des surcoûts invisibles à l'exploitation. Alors, le surcoût, le diable se cache dans les détails. Donc, on parlait de taille de parc. C'est un surcoût qui se voit pas beaucoup, la taille de parc, qui est insidieux, mais c'est un sujet qu'il faut traiter, que ce soit en nombre de machines, en taille de machine, ça faut vraiment y travailler. Et ensuite, il y a le côté aussi formation de l'opérateur. On se rend compte qu'entre un bon opérateur bien formé et quelqu'un qui débute, souvent, en consommation carburant à la tonne, il y a une différence de 1 à 2. Et on a souvent tendance à dire, nous, je sais pas comment ça se passe dans les autres métiers, mais quand on surconsomme 1 euro de carburant, on surconsomme 1 euro de maintenance. Enfin, souvent, ça va ensemble, sans parler de sécurité. Vous êtes sur ces ratios-là, Flavien? Alors les ratios, peut-être pas exactement, mais en tout cas, effectivement, ce qu'on s'appperçoit, c'est oui, là, on a de la surconsommation. En principe, sur la maintenance, vous êtes rarement dans les bons élèves. Les deux sont typiquement corrélés. Donc, effectivement, je rejoins complètement Colas là-dessus. Thierry, 1 euro de carburant, ça vous concerne pas, mais 1 euro de maintenance, ça vous parle? Ça me parle, oui, absolument. J'écoute avec beaucoup d'attention parce qu'effectivement, on n'en est pas à ce niveau-là en termes de capacité, compte tenu de la largeur de gamme qu'on a dans chaque agence et de matériel, d'aller dans le détail. Ce qu'on n'a peut-être pas évoqué, la maintenance, finalement, nous, ce qui nous intéresse, et ce qu'on peut faire en préventif ou en tout cas en projectif, c'est anticiper maintenant
avec l'ensemble des données dont on dispose, la télématique s'ajoutant, c'est la durée de vie et ou la performance du matériel en fonction de son âge. Quand je dis la performance, c'est-à-dire le nombre de jours, le nombre de jours d'utilisation, etc. Et c'est là où on peut, en termes de maintenance, essayer de modifier nos programmes de maintenance pour essayer de faire des choses qui remettent de manière systématique, qui vont rajeunir, entre guillemets, un peu la machine, pour permettre d'avoir une meilleure performance ou une meilleure productivité. C'est pas forcément à la tonne pour nous, mais c'est le nombre de jours de location qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire pour la même durée de vie. On dit, OK, pour la même durée de vie, je perds 10, 15, 20% du nombre de jours d'utilisation. Bon, OK, qu'est-ce qui se passe? Donc, je remonte et je dis, à ce moment-là, si on avait fait ça, on pourrait peut-être optimiser la fin de vie. Et le deuxième aspect, qui vient peut-être après, par rapport au renouvellement, c'est, OK, à quel moment, vraiment, il vaut mieux que je la vende? Tout ça, c'est automatisé, ou vous disposez d'un tableau de bord qui vous permet d'identifier. Automatisé, ce serait très présomptueux. Oui. Mais en tous les cas, on commence à donner du sens à la donnée, c'est le cas de lire, c'est-à-dire à faire avoir des cas d'usage au sens interne ou au sens externe, où on se dit, là, tiens, il faut qu'on creuse. On regarde nos données sous des angles où on n'est pas forcément regardé jusqu'à aujourd'hui, et puis on se dit, tiens, là, on voit la prolongation, on voit que la durée de vie augmente, OK, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça tombe? Donc des données qu'on avait déjà, mais on les regarde avec un autre œil. Flavien, par rapport à une mauvaise affectation de matériel, par rapport à un taux d'immobilisation suspect, comment vous intervenez? Alors, il y a deux aspects. Le premier, effectivement, c'est des matériels qu'on peut essayer de mettre d'abord en renouvellement de CAPEX et l'effacer de façon prioritaire pour se dire, là, j'ai un souci, j'ai un matériel qui vieillit, je sais pas quel type de problème, mais en tout cas, je vais le remplacer par un matériel neuf. Après, on regarde aussi, c'est les problématiques de maintenance. Est-ce que tout est bien fait au niveau de la maintenance? Est-ce qu'on n'a pas des codes d'erreur qui sont apparus de façon récurrente et qu'on avait loupé ou qu'on volontairement ignoré, selon les cas? Et après, on essaye de corriger ça si c'est effectivement des problèmes de maintenance. Eric? Je réfléchis et ce que je me dis, on a su vivre sans la télématique. Et on a optimisé notre parc sans la télématique, on a optimisé la consommation sans la télématique, ça on l'a fait avant. Maintenant, ce que nous apporte la télématique, c'est de la data plus fine et surtout qu'on puisse, en temps réel, qu'on puisse agir tout de suite. Voilà, donc ça c'est mes réflexions du moment. Et ce que je me dis également, c'est que on sera le faire sur la sécurité également. On n'a pas beaucoup parlé, la data sécurité. Maintenant que nos machines détectent les piétons, ça c'est quand même extraordinaire. C'est un gros pas en avant depuis un an, je dirais un an, même s'ils y travaillent depuis longtemps. Mais là maintenant, on a la data du nombre d'incidents potentiels qu'il y a eu sur un chantier, sur un site. Et ça, les constructeurs remontent. C'est le début, remontent cette data. Donc on est capable d'avoir des cartes, des heatmaps qui nous disent attention. À cet endroit-là, il y a souvent des accidents, des presque accidents. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut traiter. La performance, c'est bien, le CO2, c'est top, excellent. Mais la sécurité, c'est mieux. Donc, et c'est à ça que je pensais aussi. Maintenant, avec la télématique, on va pouvoir améliorer la sécurité. Et ça, c'est un sujet qui, je pense, qui démarre et il faut pas lâcher sur le sujet. Vous l'avez mentionné, vous avez su faire sans la télématique pendant des années. Est-ce que vous envisagez de faire sans la donnée alors que est entré en vigueur en septembre dernier le Data Act? Sans la data? Non, c'est pas possible. Ce que je dis à mes équipes, c'est une expression qu'on a réussi à. On se dit cash is king, mais data is queen. À un moment, on a sans data, on sait plus prendre de bonnes décisions, et puis surtout, on est devenu très lean dans la remontée d'informations. Donc peut-être qu'avant il y avait des scribes ou je sais pas ce qui se passait, tam, j'en sais rien. Mais maintenant, il nous faut cette data. La trésorerie est roi. La donnée est la reine. Jérémy, le Data Act, de quoi on entend beaucoup parler de ce terme? De quoi on parle exactement? Donc on parle, pour le vulgariser, on parle de l'accès à la donnée à l'usager. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, la donnée sur une machine, qu'elle soit native ou qu'elle soit en track unit, donc nous on a un peu un rôle central dans ça. C'est-à-dire qu'on travaille aussi bien avec les constructeurs que les loueurs, que les utilisateurs finaux.
une machine émet des données qui, jusqu'à septembre, où là, la date à effet du Data Act a été annoncée, on avait des constructeurs qui utilisaient la donnée principalement pour eux ou alors qui la monétisaient quelque part. Aujourd'hui, on donne la donnée pour pouvoir donner à l'utilisateur final les données. Par exemple, je prends un loueur. Aujourd'hui, l'Oxam loue un matériel, pas forcément la capacité ou peut-être même le droit avec un certain constructeur de donner l'alerte moteur, qu'une alerte moteur est survenue alors que Colas est en train d'utiliser la machine. Aujourd'hui, ça, c'est quelque part plus acceptable. Donc nous, effectivement, il y a un enjeu, on en parle beaucoup. Ça va donner peut-être qu'aujourd'hui, la machine me donnait 40 données en temps réel sur ma machine. Là, je vais passer à 120. Donc, le Data Act va permettre de débrider l'utilisation de la donnée chez tous les acteurs de notre milieu. Mais par contre, effectivement, il y a des données aussi qui vont pas forcément être très pertinentes. Donc aujourd'hui, c'est les données pour les groupes matures, ça va être hyper intéressant. On parlait de dashboard de chantier. Là, je vais pouvoir vraiment actionner un levier. Après, il y a aussi l'aspect contrat. Ça va obliger aussi, et on a déjà eu des onces de réflexion là-dessus, ça va dire dans quelle proportion je partage quelles données, quand, à quelle fréquence, entre les acteurs qui sont les loueurs et les contracteurs. Donc ça, c'est... Et il y a aussi cette notion de coût, parce que il est clairement dit ou verbalisé dans le Data Act que ça ne doit pas être un prix excessif. Donc en fait, on est encore une fois là dans d'une valeur marché, on en parlait tout à l'heure. Encore faut-il définir la valeur. Ce n'est pas excessif. Thierry, ça va bouleverser votre métier? Ça le bouleverse déjà, si je puis dire. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on parle de données sans Data Act. On est sur ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on récupère? Qu'est-ce qu'on en fait? Donner les codes défauts ou les températures excessives d'un moteur à Colas sur une machine qui est louée, est-ce que ça l'intéresse? Je reviens sur la sécurité. Ok, est-ce qu'on donne une donnée brute ou une donnée agrégée au sens avec un peu d'intelligence ou de sens? Je reviens sur la sécurité. Est-ce qu'il veut une carte de chaleur, donc disant voilà j'ai des risques à tel endroit, ou juste l'image brute et des capteurs bruts, puisqu'on a déjà fait ça si je puis me permettre, avant les caméras IA et la détection de piétons sur les chariots d'Iloxafe, où on mesure les comportements à risque, bras levés, déplacement trop rapide, etc. C'est pareil. Est-ce que je donne l'angle du bras, la vitesse de la machine, etc. Ou je dis attention dans tel cas de figure parce que j'ai traité la donnée. Donc la réponse, c'est ça dépend du client. Ça dépend du canon. Hein. Voilà. Eric, vous parliez de transparence. C'est forcément des relations peut-être plus étroites avec vos prestataires et vos fournisseurs. Oui, c'est clairement le Data Act. Ça va être un sujet à discuter avec les loueurs parce que on a plutôt accès à la data de nos OEM. Ça, il n'y a pas trop de sujets. La question, c'est quel est le périmètre de la data. Hein. Avant, on se limitait beaucoup à, en effet, consommation, carburant, des fois les codes d'erreur et compagnie. Maintenant, ça rentrera plus dans d'autres sujets. Je ne sais pas lesquels, mais je pense sur les finisseurs, par exemple, de savoir, nos machines qui appliquent l'enrobé, de savoir quand est-ce qu'elles appliquent vraiment de l'enrobé et pas en train de tourner au ralenti sur un chantier en train d'attendre des camions. Enfin, il y a plein de cas d'usage qui vont s'ouvrir déjà. Et en effet, on parle beaucoup du matériel en propre, mais il y aura le matériel en location, courte durée, où on a tendance à appuyer sur nos matériels en propre en disant il faut optimiser l'utilisation. Et à côté, il y a le train qui passe avec des matériels de location qui tournent peut-être pas autant que nos matériels propres. Donc, ça va nous permettre de travailler. Enfin, je pense que pour par exemple un Loxam, ça va obliger à optimiser l'utilisation du parc Loxam chez Colas au moins. C'est ça, je disais Fabien tout à l'heure. Après, c'est pas chantier à chantier où c'est effectivement savoir ce qu'il vaut mieux laisser le matériel à tel endroit ou à tel autre, du point de vue du client et du point de vue du loueur. C'est ça aussi qui c'est une opportunité pour tous. Pour tous. Très bien. Ouais, mais après, pour revenir effectivement sur le Data Act, c'est quand même quelque chose de mon point de vue en tout cas très bénéfique. Et effectivement, on avait nous quand même certains constructeurs et que les relations étaient un peu plus compliquées pour réussir à obtenir la donnée. Et là, effectivement, plus personne n'a le choix. Tout le monde doit mettre à disposition les données. Ça va permettre quand même d'élargir le panel, de remonter plus de données. Pour nous, ça peut être que bénéfique. Après, c'est encore le même sujet. Qu'est-ce qu'on va encore faire de ces données supplémentaires et comment on va les traiter, sachant qu'aujourd'hui, on a un peu du mal à traiter ce qui arrive déjà.
Mais en tout cas, ça ouvre beaucoup de perspectives. Ouais. Et peut-être de nouvelles ressources en interne pour pouvoir les exploiter. Peut-être, ouais, forcément, parce que on en parlait, mais l'exploitant il a déjà énormément de choses à faire. Il est déjà responsable de la sécurité de ses comptes, de ses personnes sur le site. C'est pas lui à un moment qui pourra aussi gérer ça. Donc oui, il va falloir réfléchir à une forme d'organisation pour traiter ces données. Jérémy, si on se place du point de vue de l'exploitant, quelle est la première conséquence très concrète de ce Data Act? Bah là, si je suis très terrain, ça va être les alertes moteurs et les défauts, les suggestions de résolution. Aujourd'hui, on le remonte déjà, mais on va le remonter encore mieux parce qu'on va effectivement avoir des défauts qui vont plus être uniquement les défauts standards d'une machine, mais là, on va pouvoir vraiment aller sur les potentielles causes d'une panne, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi certains éléments qui apparaissent, et aujourd'hui on a certains clients qui ont déjà fait l'expérience, ils se sont piqués en CAN-bus sur une machine, ils se rendent compte qu'en fait ils avaient plus de données en mettant un track unit que les données constructeurs. Voilà. Parce qu'en fait, encore une fois, on parlait de sectoriser les données, ce que je laisse, la permission que je donne à quel niveau, à quelle fréquence de la donnée, parce qu'un calculateur, il me remonte, même si la donnée est en CAN-bus, peut-être le calculateur ne remonte pas de données toutes les 2 minutes, lui. Donc voilà, sans rentrer trop dans le technique. Donc, pour les équipes, ça va être effectivement l'anticipation de panne. Là, je fais toujours lien avec IRIS-X. Donc aujourd'hui, on est capable de dire très concrètement, avec l'intelligence artificielle et l'apprentissage qu'on en fait, parce que nous, on fait l'historique de la machine. On a effectivement la donnée en live, donc les capteurs de température, de pression, les taux d'engagement en RPM des machines. Donc on est capable d'approcher quand même des modèles. On a de l'intelligence qui apprend sur des types de matériel par type de chantier. Et donc très concrètement sur une partie Veolia par exemple, ça va être de dire aujourd'hui on parlait potentiellement des défauts machines ignorés. Et je vais pouvoir corréler les données en fait. Si je croise la décarbonation avec un message défaut ignoré, quel est l'impact depuis mon message sur la consommation de carburant et donc sur un fameux coût caché et une perte, je le vois maintenant. Donc en fait, on a cette donnée-là qui est disponible, et je suis tout à fait d'accord avec Flavien. En fait, je l'ai, mais c'est hyper complexe à exploiter. Donc aujourd'hui, nous, on donne à disposition des blueprints, ce qu'on appelle les blueprints, donc des cas d'usage déjà faits, où il va falloir effectivement qu'on connecte les systèmes pour pouvoir donner de la valeur directement aux responsables d'agence et dire, voilà ce que tu perds à avoir ignoré ce message, mais sans qu'ils le sachent forcément. Flavien, une solution sur étagère comme ça, aussi attractive, ça vous séduit ? Forcément, oui, c'est séduisant. Après, il faut regarder les cas d'application, parce qu'aujourd'hui, on en parlait un peu avant, effectivement, la donnée, on sait qu'elle a une valeur, on sait ce que ça nous coûte. Aujourd'hui, parfois, ce qu'on a du mal à retranscrire et à expliquer aussi à nos directions respectives, je pense, c'est voilà, qu'est-ce qu'on va gagner en face de ce coût. Et alors, selon les cas, on a parfois plus ou moins du mal à l'expliquer. Donc, effectivement, des solutions comme ça qui permettent aussi puissantes, ça permet de rentabiliser le surcoût. Eric, qu'est-ce que vous avez à gagner, vous ? Ouais, mais je suis vraiment dans le même cas de sujet. C'est la data, c'est pas une fin en soi. Le KPI, enfin l'indicateur, c'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est l'action. Et donc là, pour arriver à l'action, c'est beaucoup d'animation. Ou alors, il faut que ça soit une solution qui fonctionne facile, qui donne des idées à celui qui prend les actions. Et je trouve que souvent, on oublie l'opérateur. Parce qu'en fait, celui qui prend les opérateurs en temps réel, les décisions en temps réel, c'est l'opérateur. Et on lui fait aucun feedback. Très peu. Je pense que ça va venir, mais lui dire, il vaut mieux que tu travailles de cette façon pour consommer moins, pour produire plus, ça, on l'a pas. Et donc, ou alors qu'il puisse même, lui, remonter de la data, interagir. On l'a pas, ça. Et je pense qu'on l'oublie. C'est l'oublier un petit peu du système constructeur, matériel, exploitant. Ah oui, et à un moment donné, il faut remettre l'opérateur dans la boucle. C'est lui qui décide, finalement, de comment utiliser sa machine. Donc, autant lui donner la bonne information. Merci, messieurs. Je vais vous demander de vous livrer un petit exercice. Thierry, qu'est-ce que vous retenez de cette table ronde ? On est loin d'avoir terminé. En 2 phrases. On est loin d'avoir terminé, c'est un peu facile à dire. Non, je pense que sur la partie maintenance, oui, c'est là où il y a certainement en interne, entre guillemets, le plus de choses à gagner avec la data. Ce sont des enjeux de maintenance. Des enjeux de maintenance, oui. Flavien, vos enjeux par rapport à la donnée ?
Alors, moi, pour résumer, déjà, on voit qu'effectivement, c'est pas encore, pour moi, un sujet mature. D'un autre côté, c'est passionnant parce que ça veut dire qu'on a encore beaucoup de pistes à explorer pour les années futures. Alors après, sur la priorisation, pardon, je sais pas encore vous répondre, mais effectivement, il y a la sécurité, il y a la consommation, il y a la maintenance, ça c'est sûr. Après, dans quel ordre, j'aurais du mal à vous dire. Eric? On est au milieu du gué, mais ça va s'accélérer, je pense. Ça se facilite. On parlait du big data il y a 10 ans, on a mis peut-être 5-6 ans de le comprendre. L'intelligence artificielle, moi, j'ai entendu parler la première fois il y a 2 ans, j'ai envie de dire. Et puis déjà, là, on s'en sert. Donc, je pense que ça s'accélère. Et après, l'utilisation, je pense que c'est vraiment productivité. C'est le sujet au top, productivité, mais durable, avec de la sécurité. Et ça veut dire, bien sûr, avoir des machines fiables, donc la maintenance, avoir de la consommation limitée. Et puis, moi, c'est les cas d'usage que je vois. Et donner le pouvoir à celui qui décide. Très bien. Jérémy? Alors, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, il y a cette envie, mais on sent qu'il y a quand même un besoin de maturité et de voir clairement le ROI à la fin, en bas de la feuille. Très concrètement, aujourd'hui, de la façon dont on le mène avec les grands acteurs de nos métiers, en tout cas pour ma partie, dans la partie France, Italie, Espagne, Portugal, le Sud Europe, on a des workshops, effectivement, parce que les gens, là, on a mentionné que quelques use cases, mais j'en ai 40. Si on peut parler français. Quelques cas d'emploi très concrets, et effectivement, notre rôle aussi en leader de télématique et aussi qui amenons des solutions comme ça à cette échelle, c'est de mettre un cas concret avec le retour sur investissement. Et ça, c'est des choses qu'on quantifie aujourd'hui pour nos clients. Merci messieurs, on a beaucoup parlé exploitation, utilisation, on a bien vu qu'il y avait un enjeu de sécurité qui montait en puissance et l'opérateur qui ne doit pas être oublié partout. À l'heure actuelle, c'est un petit peu le laisser pour compte. Merci et à très bientôt pour une prochaine réunion de Chantier de France. Merci. Merci.